Alors, merci pour toutes vos remarques, vos questions. Je vais appliquer la même manière de faire que Bodhi tout à l'heure. Donc, je répondrai en anglais à notre ami du Népal qui est là, mais je vais commencer un peu dans l'ordre. Tout d'abord, peut-être réagir à un point que tu avais noté, c'est justement l'éclatement au sein de la constellation ONU des questions qui touchent aux femmes. C'est vrai qu'au niveau administratif, beaucoup est suivi par ONU Femmes et c'est déjà un immense progrès par rapport au fait d'avant où c'était 3 entités administratives qui souvent ne se parlaient pas. Maintenant encore, au sein d'ONU Femmes, tous les départements ne se parlent pas. Je crois que c'est lié à des grosses administrations. Vous avez la même chose dans vos pays, j'en suis sûre. Il n'y a pas de raison que la Suisse soit pire que le reste du monde, soit le seul pays où un ministère ne parle pas à l'autre. Je suppose, j'ose espérer que vous partagez avec moi cette mauvaise expérience. Pas dans le sens où je veux qu'elle reste comme ça, mais ça me rassurerait que ce n'est pas un point particulier à notre pays. Il y a cet éclatement. Et même si on a, par exemple, une convention liée à la discrimination vers les femmes, cette convention, elle touche à de nombreux points qui touchent souvent divers ministères. Vous avez dans votre pays un ministère, un bureau, que sais-je, un office qui est lié à la question de l'égalité. En Suisse, ça s'appelle justement le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, parce que le but de la Suisse officielle n'est pas de soutenir particulièrement les femmes, mais de trouver cette égalité. Donc il y a certains points où c'est plutôt les hommes qui vont devoir être soutenus, par exemple le droit d'un père de voir ses enfants lorsque la garde est attribuée à une mère, ou la question du paiement des allocations, etc. Donc là, il y a aussi des points, même s'ils sont, il faut le reconnaître aujourd'hui, moins nombreux, il y a des points où les hommes doivent aussi être défendus. Dans d'autres pays, on parle surtout du ministère de la femme, parce qu'il y a tant à faire que vraisemblablement, ça vaut la peine d'avoir un ministère particulier qui est, avant de parler d'égalité, on va déjà sensiblement monter une des 2 colonnes, puis là, on pourra commencer à parler d'égalité. Mais dans la convention ou dans les textes de l'ONU, il y a des choses qui touchent à la justice. L'accès à la justice, ce n'est pas le ministère de la femme qui va le régler. L'accès à la santé, ce n'est pas le ministère de la femme qui va le régler. Les nouveaux... l'intégration dans les dispensaires en région rurale de certaines manières de faire, de certaines procédures qui sont liées à la santé des femmes, ce n'est pas le ministère de la femme qui va en traiter. L'éducation des filles, ce n'est pas au ministère de la femme de préparer le programme pédagogique. Et c'est ça qui rend les choses très difficiles quand on parle de grands mouvements, de grands groupes de personnes. La même chose quelque part pour les personnes qui sont issues d'une minorité, qu'elles soient ethniques. Être d'une ethnie particulière, ou pour reprendre l'exemple qui a été mis, être pygmée, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un ministère de la population pygmée, mais la population pygmée, elle est comme toutes les populations, c'est des hommes et des femmes exactement comme les autres. Ils sont en bonne santé, ils travaillent, ils vont à l'école si tout va bien, et ils ont des problèmes de santé, de chômage et d'éducation si tout va mal, comme les autres. Et donc ça, de nouveau, ça reporte la question sur cet éclatement. Et c'est très difficile pour nous, société civile, parce qu'on a souvent très peu de moyens. Je suis sûre que si on parlait tout à l'heure autour de la table de nos gros problèmes, il y aurait soulever des fonds, être reconnu, avoir un local pour travailler, c'est international. Et du coup, on ne peut pas suivre tout ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'il est intéressant parfois de créer des coalitions où certains se penchent sur un problème, une question en particulier, d'autres sur d'autres, et ensemble on se coordonne pour aller de l'avant. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai fait la connaissance d'Yves. C'est parce qu'il y a une coalition des ONG qui travaillent sur les droits humains en Suisse, et du coup, ça nous permet de nous apporter notre expertise les uns aux autres. Par rapport à les premiers points qui venaient de Tunisie, oui, c'est vrai, le Women Empowerment, l'autonomisation des femmes dans sa traduction française un peu limitée,
ça n'est pas la même chose que l'égalité. Je pense que c'est certainement une des étapes, c'est de remonter une colonne pour qu'on puisse accéder à une véritable discussion sur l'égalité, mais ça ne suffit pas. Et c'est pour ça qu'il faut toujours essayer de maintenir cette question d'égalité dans les textes. Une des grandes discussions qui a eu lieu lors de la dernière session de la commission de la condition de la femme, ça a été de reprendre systématiquement les deux termes l'un avec l'autre. De ne pas parler de women empowerment, donc d'autonomisation des femmes, sans parler de l'égalité des genres, et de ne pas parler de l'égalité des genres sans parler de l'autonomisation des femmes et des filles. Et certains voudraient dire et des femmes âgées. Des femmes dans toute la longueur de leur vie. Souvent, on a dans notre idée l'autonomisation des femmes ou l'égalité des genres, c'est entre 20 et 40 ans. Voilà, là c'est important qu'elles soient... Mais alors les filles, ça on discute, et puis les personnes âgées, ça on discute aussi. Non, quand on dit, nous qui sommes francophones, pour une partie d'entre nous, la femme, au singulier, c'est pas une sorte de femme, c'est la femme en général, toutes les femmes. Women, on pourrait traduire quelque part dans cette généralisation par le pluriel en anglais. Donc c'est important de toujours maintenir les deux termes. Et ça, c'est une des actions concrètes qu'on peut avoir dans ces discussions sur les textes. Par rapport à la résolution du Conseil de sécurité 1325, c'est bien qu'on puisse beaucoup en parler cette année. C'est son 15e anniversaire. Et il faut absolument qu'elle devienne davantage une réalité. Et ce n'est pas encore flagrant, je dirais. Comme quand mon fils joue et puis je dis Jules va mettre la table, mais je suis en train de mettre la table, ça n'est pas flagrant. C'est pas parce que dans ton cerveau l'information mettre la table est arrivée que tu es en train de le faire. C'est pas parce qu'on a une loi qui a été édictée ou un règlement qui a été édicté au niveau de l'ONU que ça s'applique. Et c'est un effort qu'il faut encore faire pour placer les femmes autour de la table pour les discussions qui ont lieu dans les zones de conflit et après conflit après. Il faut reconnaître de la part de l'ONU quelques points mis en avant avec le nombre d'officiers femmes qui sont enrôlés. Il y a un certain nombre de forces de casques bleus aujourd'hui qui ont comme responsable, chef suprême, je ne sais pas si c'est des généraux, je ne suis pas très douée en nomenclature des casques bleus, certainement parce qu'il y a encore eu peu de casques bleus suisses, mais ces casques bleus, il y a certaines unités qui sont dirigées par des femmes. Et c'est un des signes de l'ONU pour montrer que ça peut fonctionner. Et évidemment, pour l'instant, l'ONU a été assez réservée sur le type d'endroit où ces unités dirigées par des femmes étaient envoyées, afin que la personne qui soit à la tête de l'unité puisse avoir une certaine reconnaissance par rapport à son vis-à-vis et qu'elle ne soit pas automatiquement snobée, si j'ose dire, pour la simple raison qu'elle est une femme. Mais je crois que petit à petit, ça entre et il faut toujours faire cet effort. Il faut se forcer à penser à cela. Oui, il y a des questions transversales. Pour revenir à la question qui venait de la Mauritanie, l'égalité, c'est dans tous les points de la société, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement dans une partie. Il faut être vraiment insistant là-dessus. Et vous avez relevé quelque chose qui a encore été relevé tout après vous par l'autre participante de Tunisie. C'est cette différence entre l'égalité de droit et l'égalité de fait. Et cette différence est énorme. Ce n'est pas parce qu'une loi existe qu'elle va être appliquée. Et on voit ça dans certaines sociétés où des années plus tard, ça n'est toujours pas appliqué. Si on regarde dans le sud des États-Unis, l'égalité entre les citoyens, quelle que soit la couleur de leur peau, n'est de loin pas une évidence. Et il me semble que les années 60, c'était il y a un certain moment en arrière. Mais même si la loi passe, les mentalités sont beaucoup plus dures à changer. Et c'est ça qui prend du temps. Et c'est ça qui est décourageant parfois. On parlait tout à l'heure à la pause café des questions de rites ou de traditions qui pouvaient être néfastes à la santé même. Surtout les traditions qui touchent à notre chair, comme l'excision. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans certains pays où l'excision est interdite, c'est les femmes qu'il faut convaincre de ne plus pratiquer l'excision. Parce que depuis tant de générations, on les a convaincus que c'est ça qui plaisait aux hommes,
alors que ça n'est pas toujours ça qui plaît aux hommes en premier. Mais on leur a dit que c'est comme ça que les femmes devaient être pour qu'elles soient agréables aux yeux de l'homme. Et donc, elles restent convaincues que c'est un passage obligé, un véritable rite de passage. Et peut-être que ce rite de passage peut être remplacé par quelque chose d'autre qui peut-être marque la chair d'une manière ou d'une autre. J'ai vu sur le visage de certains d'entre vous la trace de votre entrée dans la vie adulte. Mais ça ne veut pas dire que vous allez en avoir des conséquences sur votre vie de père plus tard. Parce que j'ai remarqué ça sur le visage d'un homme, ça ne va pas avoir des conséquences sur votre santé. Quand je vois une femme africaine boiter et marcher lentement dans les rues de Genève, je ne peux m'empêcher de me demander si c'est lié à ce qu'elle a subi durant sa vie, simplement parce qu'elle était une petite fille à un moment donné. Donc il faut changer les générations. Messieurs, dites aux dames que ce n'est pas ça que vous cherchez chez elles. Ça aidera. Non, vous n'avez pas besoin que les seins soient repassés. Non, vous n'avez pas besoin que vos femmes subissent des gavages. Non, vous les aimez comme elles sont parce qu'elles sont elles et c'est la personne que vous aimez. Là, le discours de l'homme est aussi très important. Enfin, for the question of concerning Nepal, and you are right, the representation in the governing bodies is a clear sign of a better situation, but the empowerment is still important to go forward and to help people getting out of the discrimination. And it is really important to make the effort to go to every people that is discriminated. But once again, it is an effort and it is not natural to us. Just as it is not natural for a little one to go to a person that is not really looking like him, it is not always natural for us to think about people that don't really look or think or act or are like just the same place as we are. Even in politics, I am doing politics in the right wing. I must have discussions with people from the left wing to find a good solution. I cannot find it by myself. But it demands a certain effort to go to him or to her to have this discussion. The unpaid work is a real problem. And I think maybe we could change a little bit our discussion about that, showing the lack it represents for the economy. At the moment, in my country, women are doing unpaid care work, especially. And for instance, it has been decided that to save money, we could take people out of the hospital and then they stay at home. But who cares then? The mother, the sister, the neighbor, women, and it's women. And it's costing a lot. So if I am looking at it with the gender mainstreaming head, then are we really getting things going forward? And during the time we are caring for the other and we are doing this unpaid work, maybe we like it, that's okay, but in the certain, what does that mean for the economy? We are also losing our possibility, our impact, positive impact on the economy. It's the same with the wage gap. If we have, like in Switzerland, 20% almost, let's say 17 to please everyone, percent wage gap, then that means this money is not going into the whole thing. Of course, the enterprise must pay more, but that means we are not helping to sustain the social insurances, we are not helping to sustain the retirement insurance and so on afterwards. So it seems that we are lacking a lot of money in the whole economy. So we should, I think, really bring this language on the discussion with our governments, showing them how much it could be taken and having an impact on the GDP, as you say, or income product or whatever, really showing that this has a number. It is really linked to a real economic power. Et finalement, pour terminer, il y avait des choses qui revenaient par rapport à la marginalisation des groupes de femmes qui sont issus
de minorités, ou par rapport à... Non, c'était par exemple, ça revenait là, excusez-moi, par rapport donc par exemple les femmes pygmées ou bien les veuves de militaires. C'est vrai que souvent les femmes sont considérées par rapport à leur situation, une situation qui ne dépend pas d'elles-mêmes. Ça ne dépend pas d'elles qu'elles soient nées dans une ethnie particulière ou que leur époux soit décédé dans les termes, dans la situation que vous donniez. Et souvent, c'est comme une double charge qui arrive sur cette personne, comme souvent pour les enfants. Hein. Elles sont d'une part dans un groupe marginalisé à cause du fait qu'elles sont veuves de militaires, ou etc. Et en plus, elles sont des femmes, donc on les regarde encore moins. Et c'est vrai qu'il y a un effort à faire et une attention à apporter. Je partage votre avis que même les groupes de femmes ne font pas toujours attention à ce que font les autres femmes. Et on a tendance un petit peu à se concentrer sur une certaine catégorie. Je reviens à l'idée les personnes âgées. J'ai entendu à Genève, il y a une année, une personne d'Israël, un chercheur israélien, qui montrait il l'avait dit comme ça, le racisme à l'égard des femmes âgées. Les femmes âgées ont des besoins qui leur sont particuliers à cause de la situation physique de leur corps. Elles ont plus d'hormones, donc elles ont souvent les os plus fragiles, elles peuvent moins se déplacer. Et souvent, on les met de côté et on ne pense plus à elles parce que le mouvement féministe avait envie de promouvoir les femmes actives dans la société, celles qui travaillent, celles qui amènent les choses, celles qui sont membres du Parlement, et avait tendance à les oublier. Et c'est vraiment un effort qu'il faut... Il faut non seulement soulever, raise awareness, soulever l'intérêt des gouvernements sur cette question-là, mais assurément aussi des groupes, des ONG qui s'occupent des femmes, faire mieux collaborer les ONG qui s'occupent de différents groupes. Ici en Suisse, je travaille beaucoup avec la coalition qui s'occupe des enfants parce qu'il y a des femmes qui sont des enfants, on appelle ça des filles. Et il y en a un certain nombre, vous savez, dans nos pays. Elles ont les problèmes liés aux droits de l'enfant et les problèmes liés aux droits des femmes. Et donc, comment est-ce qu'on peut collaborer pour les soutenir dans cette double appartenance? Et certainement qu'il y a aussi des projets comme ça qu'il faut mettre en place dans tous les pays, dans vos pays, pour voir comment on peut collaborer. Pardon, j'étais un peu longue, désolée. Ok, merci Anne pour ta présentation et pour toutes ces réponses.